Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Voilà, ce soir pour l'épisode 8, je suis en compagnie de Varam. Salut Varam. Salut l'équipe. En compagnie de Michael. Salut Michael. Salut. Et puis ce soir, nous avons un invité. On revient un petit peu aux sources de notre podcast, à notre slogan, un podcast fait par des fans pour les fans, puisque nous accueillons un fan, mais un fan pas tout à fait comme les autres. Vous le verrez après dans son interview. On a le plaisir d'accueillir Lenny. Salut Lenny. Salut. On se réjouit d'avoir ton interview tout à l'heure, Lenny, et puis de voir pourquoi tu n'es pas un fan comme les autres, puisque on le dit déjà, on spoil déjà un petit peu, tu as eu une activité au sein du club, et puis on se réjouit que tu nous parles de tout ça tout à l'heure dans l'interview qui te sera consacrée. Voilà, alors au sommaire de cet épisode 8, donc il y avait un match ce week-end, c'était la 10e journée de Challenge League, donc on débriefera ce match contre le FC Chafouz à la Maladière, l'interview de Lenny, et puis c'est le grand retour, je crois qu'on n'a pas encore eu cette année, où il y avait eu peut-être lors du premier épisode, mais Michael s'est surpassé pour vous fournir une petite stat inutile mais indispensable. Michael, je crois savoir que tu nous livreras quelques statistiques un petit peu du premier tour de Neuchâtel Xamax. La semaine passée, on en a parlé, toi et moi, on a fait un petit bilan plus de nos impressions, et puis là, tu vas nous donner quelques statistiques pour un petit peu illustrer le premier tour de Xamax, c'est ça hein? Oui, l'occasion de parler un petit peu en quelques chiffres des 10 premières journées qu'on a vécues. Voilà, on verra, ça devrait être bref, même si j'ai tendance aussi un peu à beaucoup parler, mais on verra. Voilà, mes chers éditeurs, vous commencez à connaître les brefs de Michael, donc voilà. Vous pourrez mettre votre chrono au moment où il commence à parler et voir comment ça se passe. Et juger si c'est vraiment bref ou pas, mais voilà. C'est ça, vous pourrez nous donner vos impressions sur la performance de Michael. Je sais que vous aimez bien cette stat inutile mais indispensable, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours, c'est très précieux. Voilà, du coup, je propose qu'on passe tout de suite à la première partie, le débriefing du match. Voilà, ce vendredi 4 octobre, donc Neuchâtel Xamax recevait le FC Chafouz, pile 2 semaines après les avoir affrontés dans leur magnifique FCF Arena. On les recevait à la Maladière pour le début du second tour. Donc on avait achevé le premier tour avec une défaite, on va dire honorable, comme on l'avait dit dans le débriefing la semaine passée, dans le sens où on avait produit du beau jeu et il s'en était fallu pas grand chose pour qu'on ramène quelque chose. Et puis, mais après cette défaite, l'équipe voulait rapidement repartir du bon pied et puis surtout confirmer son statut de meilleure équipe à domicile, en tout cas après le premier tour. Donc voilà, les intentions étaient là et puis on a assisté finalement, messieurs, à un scénario de match qu'on a déjà vu à quelques reprises à la Maladie. Alors dans les réactions de nos internautes, vous n'avez pas été nombreux à réagir. J'ai reçu une seule réaction de la part de Yvan qui disait la victoire, et c'est à peu près tout, la défaite à Thun était plus agréable à regarder. Alors au-delà de la qualité du match, mais comme je le disais avant, Varam et Michael, comme un air de déjà-vu dans le scénario de ce match. Hein. Oui, pour différentes raisons. C'est vrai qu'on marque vite et ensuite le match tourne un petit peu dans l'autre sens, même si de manière générale, même avant les buts, on avait quand même vachement laissé le ballon à l'adversaire. Donc je comprends tout à fait le retour, il est très intéressant. Le retour que tu as reçu sur la comparaison avec le match de Thun, qui était une défaite, mais une défaite qui avait beaucoup d'enseignements intéressants dans le contenu. On attendait une victoire aujourd'hui, mais c'est vrai que dans le contenu, c'était pas exactement ce qu'on avait attendu parce on l'expliquera, pas franchement dominé notre adversaire au niveau de la production avec le ballon. Ouais, et comme dirait Thibaut Courtois, on n'a pas eu la possession du coup. Début de match, on a déjà pu faire un premier constat à la 5e minute avec une frappe de Giger, que la confiance et du coup les prestations d'Edin Omeragic étaient vraiment sur une pente ascendante. Mais si on l'avait déjà évoqué la semaine passée, alors malheureusement ça ne s'est pas concrétisé par un premier blanchissage pour lui, mais Edin est définitivement entré dans sa saison, Aram.
Oui, absolument. Donc ça fait quelques matchs qu'on sent qu'il est beaucoup plus serein. Il a sorti deux, trois grosses parades et notamment sur cette frappe parce que là, si Chafouz marque en premier à la 5e minute, je pense qu'on assiste à un tout autre match. Et puis aussi souligner que derrière, je trouve qu'on va beaucoup beaucoup mieux. Je pense que Johan Epito n'est pas non plus étranger à ça. Je trouve que ça fait trois quatre matchs qu'il est monté en puissance et c'est le véritable patron de notre défense, surtout en termes d'attitude. Et je trouve que depuis qu'il est monté en puissance, on est beaucoup plus serein. Il y a aussi également, je dirais, à mettre au crédit Fabio Saiz, parce qu'il fait un gros travail de filtre au fait au milieu. Non seulement il a un énorme abattage défensif, il récupère énormément de balles, et en plus, il amène de la qualité aussi devant, notamment avec des passes. Il arrive aussi à jouer entre les lignes. Et ça, je pense que ça nous a pas mal aidé défensivement. Et ça, je dirais que c'est peut-être le point positif de vendredi, même s'il faut souligner que la qualité de l'adversaire était quand même assez faible. Je pense effectivement qu'en défense, on est quand même beaucoup plus serein depuis trois quatre matchs. Et je pense que ça aide aussi le gardien qui avait besoin d'avoir une certaine sérénité. Ouais, Ouais, bah alors. maintenant. Ouais, vas-y, Mickaël, ouais. Ouais, non, mais c'est un peu compliqué des fois avec la latence. Mais bah maintenant, par rapport au début de saison où on se devait quand même match après match d'évoquer les contre-performances du gardien. Maintenant, on se plaît à dire à tous les matchs qu'il a été décisif. Et là, c'est encore le cas. Le blanchissage, c'est autre chose, ça dépend pas que du gardien, mais par contre, dans la performance, il a encore une fois été décisif, rien qu'avec cette action contre Giger au bout de 5 minutes qui franchement sentait pas très bon quoi sur le direct, et puis finalement il fait son arrêt, et, euh, et on est encore une fois très satisfait de voir à quel point il est décisif, et et pour le coup, depuis bien 4-5 matchs, c'est le gardien qu'on attendait, c'est-à-dire qu'il est un gardien qui rapporte des points, hein. Ouais, très clairement. Parce que honnêtement, Guiguer, il se démarque bien. Alors, il profite, on va dire, de la position du marquage très large de Gonzalez sur le coup. Mais Guiguer, il fait un bon contrôle, il s'oriente le ballon dans le bon sens, il fait une bonne frappe. Hein, je pense que ce but à la 2, 3e journée, 4e journée, enfin cette action à la 2, 3, 4e journée, elle lui passait sous le ventre et puis c'était goal. Donc, mais là, il fait l'arrêt et puis il bloque bien le ballon derrière. Alors c'était un peu moins spectaculaire que son arrêt À Chafouz, sur ouais. Good Boob la semaine dernière, mais c'était quand Ah, ou même celui-là, tout ouais. autant décisif. Ouais, alors à Chafouz, mais aussi c'était déjà face au même Guiguer hein, à Chafouz. Donc Je voilà, et pense. puis c'est décisif et c'est doublement décisif puisque quasiment sur le contre, l'action qui suit. Cette fois aussi, la défense chafouzoise très large sur le côté droite, Michael. Ouais, ouais, c'est allé. Bon, la transition, elle est jouée, elle est bien jouée, hein. On a encore c'est une bonne attaque rapide sur le côté entre Guillaume Forer et Gonçalves qui a fait le bel appel, je veux dire, et la bonne course verticale. Maintenant, c'est vrai il y a quand même dans la surface beaucoup plus de Chafouzois que de Neuchâtelois, et il y a personne qui arrive à franchement s'imposer quoi. Le centre de Gonçalves, elle touche un ou deux Chafouzois qui arrivent pas à la mettre loin, et ça finit sur Lentini qui est parfaitement placé, qui a bien pris l'appel au deuxième poteau. Donc Ah, il y ouais, a surtout Deniti hein, qui doit se saisir du ballon là. ouais, lui aussi, il est dessus. J'ai l'impression je pense qu'il la touche, mais mal. Enfin, il y a eu un enchaînement quand même d'imprécisions qui font que Lentini se retrouve dans cette position où, voilà, il y a une part de réussite dans cette action, mais ça, c'est aussi quelque chose qui expose les faiblesses un peu de cette équipe, parce que là-dessus, ils sont beaucoup de chafouzois et pas franchement à leur avantage pour défendre leur surface. Non, très clairement. Et puis, bah du coup, juste avant le quart d'heure, enfin ou même ouais, juste avant le quart d'heure, à la 14e minute, voilà, Xamax prend une deuxième longueur d'avance et profite d'un corner, tout simplement. Et là, de nouveau sur ce corner, Michael, on peut souligner un peu le manque, enfin la bonne réaction des Neuchâtelois et du buteur des Maasai, mais on va dire les réactions pas terribles de la défense chafouzoise.
Bon, les choses se passent rapidement. Là, Ouais, ça va vite. c'est Mais aussi bien elles vont tiré pour vite le pour coup. tout le monde, hein. Elles vont vite autant pour les attaquants que pour les défenseurs, Oui, quoi. oui, Donc, bah d'ailleurs, il y a un excellent réflexe d'Ayrulaou pour pour la décaler sur De Massay qui est libre. Donc, à l'instinct, il a fait une bonne passe décisive, le défenseur. Mais voilà, c'est bien tiré, c'est un bon corner. On est content parce que c'est pas forcément le domaine dans lequel on a toujours brillé ces derniers temps, avec souvent aussi des choses pas forcément bien envoyées, etc. Là, c'est dans la bonne zone. On bénéficie un petit peu des rebonds et aussi surtout de la lucidité d'Ayrulao pour la décaler sur de Massai. Lui, c'est quelque chose que j'évoque plusieurs fois sur ces derniers épisodes. Dans cette position, on a confiance en lui et encore une fois, ça fait plaisir d'avoir un attaquant comme ça dans ces 5 mètres adverses. Mais oui, on peut aussi parler un petit peu d'une défense de Chafouz qui sait pas trop où se placer. C'est vrai que De Massay est quand même vachement libre pour un attaquant qui est quand même relativement grand et qui est de toute façon notre attaquant, on va pas dire vedette, mais voilà, notre attaquant phare de l'équipe. Donc ouais, encore un petit peu des largesses, mais je souligne la belle passe d'Ayrolaou. C'est un bon réflexe pour mm. la décaler sur des Maasai. Ouais, Skelkim Demassai qui est décisif, hein. C'était son 5e but en 10 matchs, 10e point au total avec les assists. Un attaquant qui marque, un attaquant qui fait marquer. Varam, tu nous le disais pendant le match, il te plaît beaucoup, Skelkim Demassai, depuis le début de cette saison. Oui, absolument. Pour moi, c'est une très grosse surprise parce que je le connaissais pas très très bien. C'est vrai que je connaissais de nom, mais je l'avais jamais vraiment vu jouer. Et puis, bah, c'est très rare qu'on ait un attaquant aussi complet parce que c'est vrai que en plus d'être efficace, parce que hier il marque, enfin vendredi il marque un vrai but d'attaquant. Hein, c'est voilà, c'est dans les 5 mètres, rebond, il faut être là, il faut la mettre. Mais dans le jeu également, il a des appels, il dézone énormément, il vient aussi aider. Et puis dans la construction du jeu. Notamment, je me rappelle, il fait une ouverture de 40-50 mètres. Enfin, ouais, c'est un joueur qui est total, qui est vraiment complet. Et je pense que là, on a vraiment eu faim nez parce que on a rarement eu un attaquant qui est froid devant le but, mais qui en plus apporte vraiment un réel plus dans le jeu. En plus, il est grand, il est très mobile, et c'est un attaquant qui est très 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 moderne. Et c'est vraiment un profil d'attaquant qui nous a souvent manqué. Et là, je pense que c'est vraiment un luxe qu'on ait un joueur comme ça. Et si je dis pas des bêtises, je crois que c'est le meilleur buteur de Challenge League. À Donc voilà. égalité, ouais, il me semble qu'ils sont 2 à Voilà, 5 ouais. buts. Exactement. Et puis bah, encore vendredi, il a été excellent. C'est un joueur vraiment qui joue sur tout le front de l'attaque, qui se contente pas de juste finir l'action. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une grande satisfaction qu'on puisse avoir un joueur de cette qualité-là, avec ces caractéristiques-là. Ouais, confirmation, il est co-meilleur buteur à égalité avec Elias Pache du Stade Page, Lyonnais. ouais. Ouais, mais Voilà, son profil, c'est vrai que son profil, tu le disais, il est excellent, hein, son profil complet, Varane, ouais. Ça fait oui, 3 ans qu'on essaie d'avoir fin nez avec lui, hein, faut-il le rappeler. Si vous ne Oui, le mais savez c'est pas, chers auditeurs, c'est un joueur qu'on essaie d'attirer depuis un moment, mais qu'on n'a jamais oui, oui. réussi à faire adhérer à notre projet. mmh, Là, on a retenté et puis le joueur était malheureux à Haro. Hein, il l'a dit dans les colonnes d'Arc Info, hein, qu'il se plaisait pas à Haro et puis qu'il cherchait une porte de sortie. Ben voilà, je pense qu'on a bien fait de ne pas être trop rancunier avec lui puis de revenir à la charge à ce moment-là parce que voilà, c'est un excellent joueur, mais qui s'épanouit aussi avec les joueurs qu'il a autour de lui. Hein. On va pas non plus s'enflammer. Est-ce qu'il aurait fait mieux qu'un Simone Rapp l'année passée? On le saura jamais. Mais voilà, c'est en tout cas un joueur qui fonctionne bien au sein du collectif instauré actuellement. C'est le profil d'attaquant voilà, qui se marie bien avec le style d'Uli Forte et puis voilà, qui combine à merveille avec un Hussein Touati, hein, qui a été un peu moins en vue que ces derniers matchs, mais voilà, même quand on a un Touati pas forcément ultra brillant comme il l'avait été sur les autres matchs, bah on arrive quand même à être dangereux et puis à marquer des et buts. et oui, mais moi, c'est justement un élément qui me faisait peut-être un petit peu peur quand on a vu arriver de Massai, c'est que, ouais, ça faisait quelques années qu'on était sur lui, qu'il avait finalement, au final, enfin, s'il est pas venu, c'est qu'il y avait probablement, c'était probablement pas, il était pas probablement pas convaincu par l'idée de venir, par le projet ou par différentes choses. Ça, j'avoue que je sais pas forcément, mais du coup,
l'idée de faire venir un joueur sur qui t'es depuis quelques années et qui finit par enfin venir, je savais pas trop à quoi m'attendre réellement. Parce que il y a quelques années, moi, quand il y a eu ces rumeurs-là, c'est un joueur qui m'intéressait franchement. Mais content de voir qu'il confirme à ce point l'intérêt qu'avait porté Xamax sur lui depuis déjà pas mal d'années maintenant, parce que son j'ai insisté là-dessus plusieurs fois sur le fait qu'on avait besoin d'un attaquant comme ça, mais son profil de créateur est aussi très intéressant, et c'est une part de lui que je connaissais moins. Et c'est vraiment top là. Il crée autant qu'il marque, et c'est vraiment impressionnant son début de saison. Ouais, et puis impossible de parler de Demassai sans parler de Koro Kone aussi. Hein. C'est vrai que bah là, il a été moins vu sur ce match, il a eu moins de temps de jeu, mais ils sont extrêmement complémentaires. Et quand un est titulaire, et l'autre, il a pas un bon travail, et l'autre rentre et puis est souvent décisif. Donc ça aide aussi beaucoup d'avoir un duo d'attaquants aussi performant que ces deux joueurs. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est clair. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que Koro Koné, c'est peut-être plus un style d'attaquant un peu plus traditionnel, même si c'est un attaquant qui bouge énormément, qui fait énormément d'excellents appels. On l'a vu contre Chafouz, il part dans le dos, voilà, mais il a une position, on va dire, un peu plus centrale, alors que Demassai, vraiment, il a vraiment une activité de jeu plus grande, mais ce qui est au fait intéressant, c'est qu'ils peuvent même jouer ensemble. Voilà, c'est que Ils on peuvent, ouais. pourrait, par Ça s'est exemple, fait déjà. imaginer un Demassai, voilà, ça c'est fait. Et ce qui est au fait pertinent, ce qui est hyper intéressant, c'est que devant, on peut vraiment brasser les cartes, on a vraiment plusieurs possibilités. Et ça, sur toute une saison, c'est vraiment précieux parce que d'un coup, en cours de match, on a peut-être d'autres besoins et puis ça, on peut le faire. Et ça, c'est vraiment précieux. Et franchement, je me rappelle pas un Xamax avec autant de potentiel en attaque. Et ça, il faut vraiment qu'on exploite ça et qu'on profite de ça parce que c'est vraiment rare. Donc, cette saison, en attaque, on n'a pas d'excuses parce que vraiment, on a vraiment, je pense, une attaque de feu, quoi. Totalement, tu inclus encore là-dedans Fabio Saez, dont tu as évoqué avant tout le travail, et il participe à ça aussi. Et Fabio, j'ai vraiment l'impression qu'il se régale avec des joueurs comme ça autour de lui. Hein. Et puis, on lui donne un peu de liberté dans le jeu. Hein. On lui demande des tâches défensives, mais il peut aussi se projeter vers l'avant. Et avec quand on a à ses côtés un Kenan Fatkic aussi, hein, c'est plus facile d'être dans ce rôle vraiment de ouais, à mi-chemin entre la transition défensive et l'attaque. Donc c'est vrai que voilà, on passe des bons moments, j'ai envie de dire, avec ces joueurs offensifs qui proposent beaucoup de variété. Si on revient au match à proprement parler, messieurs, au moment du 2-0, du coup d'envoi par Chafouz, est-ce que vous n'avez pas eu des réminiscences du match contre Bellinzone et du match contre le Stade Lausanne en ouverture de saison, où vous vous êtes dit oh là là, j'espère que c'est pas les deux seuls buts que Xamax va inscrire, et j'espère qu'on va pas arrêter de jouer à ce moment-là, ou bien vous les avez eu comme moi, ces réminiscences? Bah, c'est sûr qu'on y pense. Après, bon, on verra par la suite que finalement Chafouz, pendant la majeure partie du match, nous a pas franchement inquiété, même avec le ballon. Mais c'est sûr qu'on y pense, parce que c'est les départs de feu, on a presque connu ça à la Maladière depuis le début de saison, avec des scénarios qui ont pas franchement été homogènes, hein, dans tout un match. Et on espérait peut-être un peu plus de continuité. On verra que ça n'a pas forcément été le cas, même avant les buts, de toute façon, c'est cette approche-là qui m'étonne. On était quand même déjà dès le début, enfin dès le coup d'envoi du match, parti un peu dans l'optique de laisser le ballon à Chafouz. C'est un petit peu ce qui m'a étonné. Ouais, effectivement, jusqu'à la mi-temps, pas grand-chose à signaler, hein, messieurs, il y a eu des frappes de gauche, de droite, mais rien de bien décisif. À la mi-temps, Guiguer sort, il est remplacé par Kozlowski. Changement très bizarre parce que j'ai trouvé que Guiguer était le seul joueur qui
qui amenait un peu de feu ou qui essayait d'amener un peu de feu au sein de l'attaque chafouzoise. Alors, est-ce que le carton qu'il a pris juste avant la mi-temps, est-ce que son entraîneur l'a trouvé un peu nerveux et puis il a préféré voilà, le sortir pour éviter un deuxième carton jaune ou pas? Ça, voilà, on n'a pas été voir Kyriakos Sforza pour lui poser la question, mais j'avais l'impression qu'il se privait de son meilleur pion là à l'approche de la deuxième mi-temps. Ouais, bah le langage corporel, je sais pas, peut-être qu'il avait l'air nerveux, mais enfin, ça reste un attaquant, quoi. Il a un carton jaune, certes, mais bon, en l'absence de Vogt, qui est leur meilleur attaquant, ils ont quand même beaucoup moins de cartouches et Giger en fait quand même encore un peu partie. C'est déjà une équipe qui a titularisé des joueurs qui n'avaient pas forcément eu beaucoup de temps de jeu jusqu'à maintenant. Donc, ouais, ça ressemblait un petit peu à du bricolage, ou en tout cas à une équipe qui manque d'automatisme. On l'a vu et on le développera un petit peu dans le contenu qu'ils ont proposé. Mais voilà, c'est vrai qu'il s'est encore un petit peu privé d'une cartouche supplémentaire. Il n'y en a déjà pas énormément. Et il y a leur attaquant principal qui est blessé. Lui en plus, lui qui part en plus encore à la mi-temps, on le dira, mais ils ont quand même semblé vachement démunis malgré toute la possession qu'ils avaient lorsqu'il fallait produire un petit peu dans les 30 derniers mètres. Ouais, des changements de part et d'autre qui n'apportent pas, qui ne renforcent pas ou n'affaiblissent pas les équipes des deux côtés. Et puis un Chafouz qui avait le contrôle du ballon, effectivement, et puis mais c'était totalement stérile, ils se sont pas créés de grosses occasions. Et puis arrive cette 86e minute de jeu avec la réduction du score. Alors on va pas dire qu'on l'attendait dans le sens où on n'a pas eu cette montée en puissance de l'adversaire et puis des situations dangereuses, mais cette réduction du score, elle est quand même venue avec voilà, une action très très mal, une balle à l'arrière très mal négociée par Giovanni Bamba, Michael. Ouais, mais il y a plusieurs choses. C'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on l'attendait pas non plus tant que ça finalement, parce que moi je me souviens, on en parlait nous à l'écrit, tous, enfin dans notre groupe quoi. Je disais et on disait tous que c'est quand même pas normal d'avoir la réduction du score et d'avoir un match qui devient finalement serré face à une telle équipe, parce que franchement, il y a quand même deux choses. On peut regretter le fait de leur laisser le ballon et d'avoir le sentiment de reculer, mais en réalité, même comme ça, Chafouz n'a rien réussi à se créer. Ils ont été, comme je disais, totalement démunis avec le ballon. Ça, franchement, et j'ai pas eu une once de frisson avant ce but. Donc moi, j'avoue que je m'attendais franchement à notre premier clean sheet et j'avais déjà un peu des choses en tête en me disant bon voilà, c'est dommage, on a fait une deuxième mi-temps, on a accepté un petit peu que la deuxième période soit morte, mais bon, au moins voilà, c'était pour assurer au moins la solidité défensive. Enfin, franchement, il y avait pas grand chose, malgré le fait qu'on a quand même un peu ce sentiment d'avoir reculé. Au final, on n'a pas tant souffert que ça. Et là, c'est mal géré par Bamba. Il y a encore une première frappe qui est contrée et qui retourne directement dans les Ouais, il y a un peu de pieds malchance, ouais. Voilà, donc il y a en plus une petite part de malchance. Donc, ouais, c'est une situation un peu particulière où, certes, on a reculé, je veux pas dire le contraire, mais ce but, il vient quand même un peu de nulle part, parce que même avec autant de possession, Chafouz a franchement manqué d'inspiration avec le ballon. Totalement, ouais. C'est Yohan Epito, hein, effectivement, qui dévie le ballon totalement involontairement dans les pieds de l'attaquant chafouzois, qui, pour une fois, n'a pas eu les pieds. Ils n'avaient pas les pieds carrés, les attaquants chafouzois. L'autre soir, c'était des pieds hexagonaux, quoi. C'était catastrophique. Ils ont vraiment tout raté. Les passes, il y en avait pas une. Dès que la passe devait être bonne pour créer une situation offensive, ils rataient tout. Ils ont envoyé des frappes, presque dans l'église rouge. Donc. Voilà, c'était vraiment, comme tu disais, Michael, une soirée à finir à zéro au niveau de la défense. Par contre, on peut être quand même un peu content parce que ce but chafouzois, on s'est dit, oh là là, on va commencer à faire dans nos frocs, hein, pour dire un peu vulgairement. Et puis, finalement, ça n'a pas été le cas parce que Chafouz n'a pas pu donner le coup d'accélérateur qu'il fallait, mais il y a eu quelques situations où nos joueurs ont démontré une belle maîtrise technique pour garder le ballon dans des zones pas dangereuses pour eux.
Et finalement, Omer Agic n'a pas eu à faire un seul arrêt, il n'y a pas eu de tir non cadré non plus jusqu'au coup de sifflet final. Ouais, non mais c'est un peu, pour moi, c'est un peu la preuve que ce but, c'est ok, hein, c'est un petit peu un accident et que finalement, il vient pas récompenser un si gros temps fort que ça de Chafouz parce qu'on aurait trop reculé. Moi, c'est plus l'approche du match en soi qui me dérange un petit peu parce que je m'attendais à ce qu'on essaye un petit peu plus de dominer cette équipe. Mais certes, voilà, soit à partir du moment où tu mènes 2-0 à la mi-temps, je comprenais qu'on cherche à maîtriser le match sans forcément essayer de l'emballer. Au final, on a quand même eu quelques situations qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. Donc, c'est difficile. Au final, on a un match qui, sur le score, est plus serré qu'il aurait dû l'être, mais parce qu'on peut critiquer un petit peu notre approche dans le match. Mais par contre, sur j'ai pas l'impression que ça a été une défense qui recule en réaction à son avantage de 2 buts, parce que ils ont pas été dangereux et après ce but ils l'ont pas été non plus. J'ai vraiment apprécié le contrôle du ballon qu'on a fini par imposer en fin de rencontre. Franchement, il y a jamais vraiment eu le feu, à part sur cette 5e minute, il y a jamais vraiment eu le feu dans notre défense, j'ai trouvé. Et il y a eu ce but un peu accidentel et rien derrière. Mais voilà, on peut saluer par contre la sérénité de toute l'équipe parce qu'on est entré dans une phase où on gérait le ballon. Et Chafouz était trop limité pour aller arracher ce 2e but qui aurait franchement été très heureux pour eux parce que avec un match comme ça, c'est un peu logique de rentrer à la maison avec une défaite. Ouais, totalement. Mais c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 ans, on aurait peut-être laissé échapper la victoire. Là, ça n'a pas été le cas. Il y a eu quand même plus de maîtrise, effectivement, derrière. Même si Johan Epito, j'ai parlé avec lui à la fin du match, il était quand même très fâché de ne pas finir ce match à 0. Ouais, bah bien sûr. On sentait Ça, aussi Oui. l'envie d'en faire encore plus. Et puis, il a été très lucide. Hein. Chafouz n'a rien produit pour ce match, pour obtenir quelque chose, mais même pour marquer un but. Ça vient d'une succession d'erreurs, plus de la malchance. Alors après, pour parler un petit peu de cette attitude de laisser le ballon à l'adversaire. Alors moi, j'ai pas forcément cette vision que pour gagner un match de foot, pour se créer des occasions, on doit avoir plus le ballon que son adversaire. Pour moi, c'est pas une obligation. Et puis ce précepte-là, on l'a très bien appliqué dans le premier quart d'heure. Hein. Je veux dire, on a marqué 2 buts sur une balle arrêtée, enfin sur une situation de contre-attaque et sur une balle arrêtée. Ça a bien fonctionné. Ce qu'on peut peut-être un peu plus discuter, messieurs, c'est pourquoi ne pas avoir continué dans cette direction-là? C'est-à-dire que quand Chafouz, on les fait sortir un peu, on les fait se découvrir un tout petit peu pour attaquer, d'autant plus quand on a 2 buts d'avance. Eux, ils sont menés 2-0 au quart d'heure. Il reste 75 minutes pour revenir au score. Il n'y a pas panique à bord non plus en soi. Il y a encore du temps pour développer quelque chose et puis essayer de repartir de la maladie avec quelque chose. Mais j'ai l'impression que dans ces phases de récupération, à partir du moment où on était 2-0, on n'a plus essayé de faire mal à Chafouz. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là, messieurs? Oui, absolument. Mais moi, je dirais que ce qui m'a entre guillemets fâché vendredi, c'est cette deuxième mi-temps où, à mon avis, elle est très très mal gérée. Parce que c'est vrai que moi, je pars du principe que il faut qu'on joue avec les caractéristiques de nos joueurs à nous. Et comme on a une équipe qui est très forte en transition et dans le jeu vertical, moi, ça ne me dérange pas de laisser la balle à l'équipe adverse. Maintenant, moi, ce qui m'a dérangé, c'est cette deuxième mi-temps, parce que, comme tu l'as bien dit, Mirko, c'est que qu'on leur laisse la balle, moi, ça ne me dérange pas, mais par contre, il faut récupérer la balle et puis aller vers l'avant. Et c'est absolument ce qu'on n'a pas fait, puisque, si je dis pas des bêtises, en deuxième mi-temps, on a cadré 0 frappe, je crois, et ça, c'est pas normal. Parce que on est devant une équipe qui est faible, qui nous laisse Qui des est lâche boulevards, défensivement et hein, ça, aussi. Hein. voilà. Et donc, si on veut être ambitieux, si on veut travailler sur les détails, c'est là qu'il faut qu'on soit bon. Parce que ça, c'était un match qui devait finir allègrement, 3-4, voire même 5-0.
compte tenu du fait que on mène, qu'on est plus fort qu'eux, et puis que finalement le match va dans la bonne direction pour nous parce qu'on est bon, on fait ton contre, et puis là on arrête de jouer, et finalement le but qu'on prend est vraiment symptomatique puisque Bamba fait une passe un peu trop molle, et ça c'est quand on est concentré un petit peu à moitié, qu'on pense que le match est au fait fini, et là moi ça me fâche parce que contre une équipe un peu mieux armée, style même un Bellinzone, je ne suis pas sûr qu'on reparte avec les 3 points. Ouais. Mm. Et moi, c'est là où ça me fâche. Et on l'a bien vu, contre Bellinzone, on a fait le même style de match. Et là, ça ne passe pas parce que la qualité technique est supérieure. Et si on veut progresser, c'est là qu'il faut qu'on soit bon. C'est gérer un match sur l'ensemble, de la première à la dernière minute. Et c'est là, dans mon avis, où on pêche. Et moi, personnellement, cette deuxième mi-temps m'a fâché parce que on arrête tout. Bon, on éteint le moteur. Et ça, dans mon avis, contre une autre équipe à peine un peu plus forte, je pense qu'on se serait mis dans la panade. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort parce qu'on a déjà perdu trop de points bêtes, surtout contre Bellinzone, parce que si aujourd'hui on a 2 points de plus, le classement il change. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur ça parce qu'on a eu une attitude suffisante et je pense qu'on peut pas se permettre ça. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, moi, c'est plus ça, cette approche-là qui m'a dérangé plus que le fait de pas avoir le ballon par rapport à Chafouz. C'est pas tant le fait d'avoir un besoin réel de la possession. Surtout vu la manière dont on marque nos buts, qui sont quand même souvent sur des attaques rapides, plus que des attaques placées. Mais il y a effectivement contre une équipe comme Bellinzone où on les laisse peut-être un peu plus jouer et une équipe un peu plus à l'aise parce que franchement derrière, lorsqu'ils étaient un petit peu dans les 30 mètres, ils rataient tout. Franchement, Chafouz, peut-être que ça aurait pas été le même match. Donc c'est sur cette mentalité-là qu'il faut quand même travailler. Forcément, on rappelle quand même que contre un Bellinzone, on est déjà pas si mécontent d'avoir un nul. Enfin, on l'est par rapport au, au scénario, mais franchement, sur ce match-là, il méritait presque de gagner, les Tessinois. Et, et c'est un petit peu dans ce registre-là qu'il peut y avoir encore des frustrations, et dans ce registre-là qu'il faut tout simplement être pointilleux parce qu'on joue le haut de tableau, hein, il faut quand même aussi se le dire. Et à partir de là, si tu joues les premières places, eh ben, il faut commencer à être pointilleux et à être un peu ambitieux et chercher la petite bête sur certains aspects. Parce que les points, eux, ils sont faits. Si on était une équipe en difficulté, on aurait dit super, on a fait un match quand même globalement maîtrisé. Voilà, on fait nos 3 points, etc. Dans une configuration où tu es une équipe de haut de tableau, je pense que c'est normal et sain, et c'est aussi bien la réaction d'un Epito par exemple qui voulait absolument un clean sheet et qui était déçu de ça. C'est sain de se dire de chercher un peu la petite bête et d'être pointilleux sur certains détails, parce que c'est ce genre c'est aussi maintenant, il y a aussi une question, la qualité footballistique, on l'a vu. Il y a aussi une question de mentalité maintenant. Si tu veux obtenir un peu plus obtenir toujours un petit peu plus. Et sur un match comme ça, tu peux obtenir plus effectivement. Alors est-ce qu'on aurait pu en mettre 4, 5, je sais pas. Mais tu peux forcément obtenir mieux d'un match comme ça. Tu peux forcément avoir ton premier clean sheet sur une rencontre contre un adversaire pareil. Et c'est sûr que c'est là-dessus que l'équipe doit en vouloir toujours un petit peu plus, parce que je sais pas si on a arrêté de jouer à 2-0, mais par contre, c'est vrai on s'est créé on se les est moins créé, ces situations dangereuses en transition, Ouais. alors que c'est effectivement un moment du match où on est sur un transat, quoi. On a 2 buts d'avance, des situations de transition qui normalement vont s'offrir à toi pendant tout le match. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on doit avoir cette exigence si on veut être une équipe un peu différente des autres en Challenge League. Totalement, même si on va quand même le redire, l'essentiel a été acquis, c'était la victoire, de repartir sur une dynamique positive avant une nouvelle Oui, mais trêve internationale, et puis voilà, le service minimum est quand même là. On le dit parce qu'on a eu beaucoup de frustration ces dernières saisons, où ces matchs-là où on jouait bien, on prenait l'avantage, on se faisait rejoindre, voire même des fois dépasser. Donc, on note aussi quand même l'évolution. Il n'y a pas eu panique à bord après le 2-1.
Et puis voilà, je peux vous dire qu'en étant en salle de presse à la fin du match, les joueurs n'ont pas eu non plus une attitude triomphale. Ils étaient contents d'avoir gagné, mais ils étaient aussi conscients que voilà, il y avait quand même mieux à faire dans la gestion globale du match. Bien sûr, mais Défensivement, en ayant pris un but sur un match comme ça, et puis aussi de refuser le jeu parce qu'ils n'ont pas juste laissé la balle et essayé de contrer, ils ont refusé le jeu parce qu'on sait qu'on est une équipe maintenant qui est capable de faire très mal en contre-attaque à nos adversaires. On l'a déjà montré à plusieurs reprises. Mais pour ça, il faut avoir la volonté de vouloir faire mal à l'adversaire. Il faut peut-être se positionner un tout petit peu plus haut sur le terrain, en tout cas en ce qui concerne les joueurs offensifs, pour pouvoir être dans les bonnes positions. Et voilà, la défense chafouzoise n'a pas du tout été mise en danger. Hein. Il n'y a pas eu de tir cadré, tu te disais, Varane, c'est sûr. Et puis il n'y a même pas eu des tirs dangereux, non cadrés, des fois qui frôlent les poteaux, qui frôlent la latte, qui sont des vraies occasions de but. Il n'y en a pas eu non plus. Hein. Donc... Mais non, et bien sûr, Voilà. c'est pour ça, par rapport à cet aspect-là, que là, évidemment, l'essentiel a été fait. Et c'est ce discours, je le tiens pas si on est sur une saison moyenne ou si on a fait un mauvais début de saison et on remonte gentiment la pente et je me dis bon ben l'important ça reste de faire des points. Évidemment, c'est le contexte et justement donc c'est plutôt une bonne chose qu'on puisse se permettre de tenir ce discours. Ça veut dire que ça va bien en ce moment et justement si ça va bien. On peut se permettre de pinailler et d'espérer avoir une équipe qui en veut un peu plus. C'est par rapport à ça. Maintenant, l'essentiel, il est évidemment là et ça reste un match, une victoire largement, enfin plus que logique contre une équipe qui a largement moins de qualité que nous. Ça s'est vu de toute façon sur les deux rencontres. Donc voilà, il y a pas de souci par rapport à ça. C'est plus notre situation actuelle qui fait qu'on on espère que tout le monde a un petit peu envie de plus. C'est plus ça, quoi. Ouais. Exactement. Lenny, je ne t'ai pas beaucoup sollicité parce que tu nous as dit avant l'enregistrement que malheureusement tu n'avais pas pu être au stade pour voir le match. Mais ces scénarios de but pris à la dernière minute, t'en as vu pas mal, hein, toi, depuis quand tu Ouais, travailles bah pour le oui. club. Oui, j'en ai vu quelques-uns. J'ai un souvenir contre Yverdon Sport. Ouais, Ah, celui-là, bien sûr. on en fait toujours des cauchemars de ceux-là, c'est Ouais, clair. bah, j'en ai plein de souvenirs comme ça, malheureusement. Les fameuses clims lors de la saison 2022-2023, on était au frais toute la saison tellement on se faisait climatiser, quoi. Ouais, vraiment. C'était assez fou. Voilà, mes chers collègues animateurs, encore des choses à dire en termes de conclusion pour ce débriefing? Non, si ce n'est que bah, on a encore une fois, on a pinaillé sur certaines choses, donc on a dit des choses qui laissaient entendre qu'on était moins satisfait, mais globalement, on peut quand même le dire, on est très très content du début de saison auquel on assiste et on espère que ce genre de performance, enfin ce genre de match vont nous servir pour progresser encore parce que ça reste une équipe. On dit tout ça, mais ça reste une équipe jeune dans le sens, il y a eu énormément de mouvements et une équipe qui se connaît depuis peu de temps. Donc ce qu'on voit déjà maintenant, c'est hyper encourageant. Et il faut que ce genre de match où on peut avoir quelques frustrations par rapport à des buts encaissés nous servent pour progresser encore, parce que cette équipe a quand même du potentiel, ça il faut le dire. Ouais, et c'est ça qui nous réjouit aussi, hein, c'est qu'on a l'impression qu'il y a encore une belle marge de progression au sein de l'équipe. Donc voilà, le reste on en parlera peut-être dans la préparation, dans la fin de l'épisode quand on préparera la prochaine confrontation. Le dernier mot peut-être, cette 10e journée de Challenge League, eh ben, elle a été surtout profitable, on va dire, à Axamax et à Étoile Carouge, hein, puisque c'est les deux seules équipes qui sont parvenues à prendre le meilleur sur leur adversaire, à savoir donc Chafouz et le Stade Lyonnais. Les 3 autres confrontations se sont achevées 2 fois par 0-0 et un match nul 2-2 entre Ville et le Stade Lausanne. Donc, ben voilà, au classement, même si le classement n'a pas encore une importance capitale à ce stade-là, mais on observe quand même une tendance avec 4 équipes, mais surtout 3 qui se détachent en haut du classement, à savoir Xamax, Toon, enfin dans l'ordre,
Toon, Carouge et Xamax, qui sont séparés juste par leur différence de but. Bellinzone reste à l'affût, à 4 points quand même de Xamax. Et puis ensuite, il y a déjà un écart un peu plus conséquent. Donc, comme tu disais avant, Mickaël, on est content que pour l'instant, on est dans le premier wagon du classement. Voilà. Alors, je propose qu'on passe à la partie suivante. La partie suivante, c'est bien entendu l'interview de notre invité du soir. Alors, je commence toujours par faire une petite introduction de l'invité, Lenny, avant de passer aux questions à proprement parler. Donc, Lenny, toi, tu as 20 ans, tu es photographe amateur, et puis tu es le fondateur de RPN Prod. C'est en fait le nom que tu utilises pour publier voilà, tes différentes photos. Et puis, tu as souhaité en fait venir ce soir déjà parce que tu es un fan de Neuchâtel Xamax depuis quelques années déjà maintenant. Et puis aussi parce que tu as occupé un poste, on va dire, d'adjoint au community manager entre le mois de janvier 2023 et le mois de juin cette année. Donc, tu as couvert à peu près 1 an et demi au niveau du club. Donc, pour commencer, Lenny, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu suis en fait ce club de Neuchâtel Xamax? Alors, déjà merci pour la petite invitation, c'est sympa. Oui, et c'est vrai que ça fait. On est en contact, toi et moi, depuis pas mal de mois. Et puis, la fin de la saison 1 a été blindée. On a vraiment eu plein d'invités qui ont dit oui. Et puis, on n'avait plus de dates à te proposer. Et puis, tu es venu retoquer à ma porte virtuelle, on va dire, pour dire coucou, je suis là, je suis toujours dispo. Et puis, cette fois, c'était avec plaisir que on a pu donner suite. C'est cool. Alors, pour revenir à la question, moi, ça fait depuis, je dirais, 6-7 ans que je suis ce club. C'est venu un peu par ma famille, via mon parrain qui était un fan qui a connu toutes les belles années. Donc voilà, je l'ai suivi dans ce choix de club. Ok. Et puis, du coup, depuis la période où tu suis, est-ce qu'il y a des joueurs du club qui t'ont tout particulièrement marqué? Peut-être dès que tu as aussi côtoyé dans ton rôle de community management, est-ce que tu peux nous citer comme ça quelques joueurs vraiment qui t'ont marqué? Et Alors, pourquoi? si on enlève, la partie photo et community manager, euh, juste au niveau fanatique du club, je dirais forcément Nuzzolo, tous ceux qui ont fait partie de la remontée en Super League. Surtout Dinardo, lui j'étais un grand fan de lui. Et Ouais, Pietro qui sinon, nous écoute, hein, donc il est venu à ah, l'antenne. on lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour à Pietro. Ouais. Sinon, tous ces joueurs-là. Sinon, pendant mon passage au club, il y en a un qui m'a pas mal marqué, c'est Erissa Bedini avec qui je m'entendais très bien. J'ai son maillot à la maison, on s'entend vraiment superbement bien. Et je dirais quand même le grand monsieur, ça reste quand même Nuzzolo, qui m'a beaucoup marqué. Ok. Et puis, tes meilleurs souvenirs dans le stade de la Maladière, si t'en as un ou deux comme ça qui reviennent, c'est Moi, lesquels? j'ai un souvenir. Alors, il peut paraître bête, mais c'est un match contre Thun en Super League où il y a un coucher de soleil, Nuzzolo qui doit tirer un Ouais. coup franc et qui le Ah oui, marque. oui, oui. Alors, les Et deux, on va dire, les deux personnes principales de ce scénario, on les a eues à l'antenne, hein, puisque on a eu Raphaël évidemment alors la saison 1, et puis en ouverture de saison 2, on a reçu Guillaume Fèvre. On lui a pas parlé, on l'a pas teasé de ce but qu'il avait pris à la Maladière, on aurait pu, hein, d'ailleurs. Mais ouais. ça, je dirais que c'est mon meilleur souvenir parce que c'est la fois où j'étais je sais pas, j'étais comme un fou dans ce stade cette fois-là.
Ouais, c'était un but marquant dans le sens où c'est une égalisation. Non, c'est un 3-2. On prend C'était le l'avantage. 3-2, 3-2, ouais. ouais. Ouais, on prend l'avantage. Et puis, alors, Guillaume a fait une bourde, comme il en a pas fait beaucoup dans sa carrière, mais là, il nous a vraiment offert comme un caverne parce que Nuzzolo, il en a tiré des beaucoup plus beaux que ça, des coups Il était francs. Mais très centré, ouais. celui-là, il était énormément centré, mais je pense qu'à la fin, il a dû aller lui dire merci Guillaume. Hein. Ils se connaissent très bien, ils ont joué ensemble à leur début à Neuch, mais ouais. Je me souvenais plus qu'il y avait un beau coucher de soleil à ce moment-là, mais ce but. Oui, bah justement, il me semble que le gardien avait un peu Je pense, ouais. le soleil dans les yeux à ce moment-là. Je pense, ouais. Non, mais c'est marrant, c'est un but un peu anodin, mais c'est vrai que je m'en souviens très bien aussi. En plus, j'étais vraiment, en étant souvent derrière le Toi but, aussi, j'étais. t'avais le soleil dans les yeux, hein, du coup. Ouais, on avait tous le soleil dans les yeux. Non, je pense que Guillaume Fèvre a pas été aidé par ça, mais je me souviens, ça m'avait quand même marqué parce que sur le moment, je criais de joie en me disant, il a fait, ça c'est l'erreur qu'il nous fallait parce que c'était quand même très centré. Mais ouais, un but un peu presque anodin, mais dont je me souviens pas mal aussi. C'est marrant. Mhm. Alors, je sais pas si Nudes, il nous écoute aussi. Alors, s'il peut confirmer, s'il a parlé à Guillaume à la fin du match pour le remercier de sa bourde, c'est volontiers. Du coup, ben voilà. Ah, parce que à part Neuchâtel Xamax, est-ce qu'il y a d'autres clubs que tu suis? Ça peut être en Suisse ou ailleurs dans l'Europe ou dans le monde. Oui, et ça, même avant Xamax, Ouais. je suis toujours un grand fan de Barcelone. Mhm. À la base, je ne supportais pas de club en Suisse. Et c'est justement via mon parrain qui m'a dit mais regarde un peu ce qui se passe ici, quoi. Et puis, ouais, sinon, je vais quasi toutes les années à Barcelone. Je suis un très grand fan de ce club. Ok, donc tu as assisté aussi à pas mal de matchs au Camp Nou, j'imagine, du coup. Oui. Mhm. Ok, et puis je pense que pour la question suivante, les joueurs passés ou actuels que tu admires les plus, il y a quelques noms du FC Barcelone qui vont ressortir. Oui, alors forcément, je vais sortir le meilleur joueur du monde. Ah, il y a Euh, débat, hein, là autour. Messi ou Nuzzolo, il y a quand même débat. Ouais, c'est ça, entre Messi et Nuzzolo, il y a débat. Non, alors forcément Messi. Et là, il y a ces temps, il y a les petits jeunes du Barça là, qui me font plaisir. Donc, il y a des Marc Casado, j'aime bien un peu tous ces petits jeunes qu'il y a à Barcelone. Et sinon, un peu plus populaire, bah, des Kevin De Bruyne, tout ça, c'est forcément des joueurs qu'on aime regarder, quoi. Mhm. Ok. Alors, je le disais dans ta petite partie présentation, toi, ton truc, c'est la photographie. J'imagine que tu t'es pas mis à faire de la photographie sportive du premier coup, hein, mais comment ça t'est venu, cette passion de la photographie? Euh, ça m'est un peu tombé dessus, à vrai dire. Je cherchais un peu à travailler au bord du terrain. Et un jour, j'ai mon meilleur pote qui m'envoie une publication de Xamax où il recherchait de l'aide pour le community manager. Il me dit, mais vas-y, essaye. J'essaye, je me rends au stade de la maladie, on était plusieurs. Et donc, je commence avec mon téléphone, donc j'avais pas du tout d'appareil photo. Donc, je fais des stories Instagram, je fais avec Canva le suivi en story. Et petit à petit, je me dis, je vois les gens avec leur appareil photo, je me dis, j'aimerais bien en avoir un aussi. Donc, je me procure un appareil photo un peu comme je peux. Et puis, ça a commencé comme ça, quoi. Ok, ouais, donc tu as vraiment commencé avec la volonté de faire de la photo sportive. T'as pas commencé à faire du paysage ou des portraits, puis ensuite tu as eu l'opportunité comme ça de venir vers la photo sportive. C'était vraiment ton objectif dès le début de pouvoir percer, entre guillemets, dans le milieu de la photo sportive. Oui, exactement. Et surtout dans le foot, je voulais vraiment être au bord des terrains. Et, et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien, donc je suis content. Ouais. Ouais, c'est cool. Et puis du coup, tu disais avant, hein, tu as répondu à cette postulation du club, et puis tu as été retenu. Donc tu le disais avant, hein, je le disais moi du coup, mais tu as travaillé entre janvier 2023 et juin 2024. Qu'est-ce que tu faisais hein, en fait concrètement c'était quoi tes tâches principales en tant que soutien au community manager? Alors, ça dépendait un peu du match. On se voyait juste avant le match avec Noah, donc qui est community manager, le principal, quoi, celui qui est toute la semaine là-bas.
Et il nous donnait des petites consignes. Donc, soit on allait se positionner à un endroit autour du terrain pour prendre des photos. Soit aujourd'hui, à moi, il me disait bah, aujourd'hui, tu fais les stories. C'était vraiment lui qui nous plaçait où on voulait. Enfin, où il voulait, pardon. Ouais. Et ouais, ça dépendait vraiment. Ça dépendait du match. Des fois, c'était des photos. Des fois, c'était des vidéos. Ça m'est arrivé de prendre 2-3 vidéos pour qu'après ils puissent les mettre sur les épisodes Au cœur de Xamax. Donc ouais, vraiment ça dépend, mais toujours un qui nous donne des consignes sur un peu ce qu'il veut. On était vraiment en soutien, quoi. Ouais. Donc voilà. Tu avais vraiment des activités pendant les matchs, hein. Tu étais à disposition pendant les matchs, pas pendant la semaine en dehors. Non, à ce moment-là, c'était ils te vraiment demandaient pendant rien le du match. tout. Ok. J'ai fait 2-3 entraînements, mais c'était moi qui demandais pour venir. Ok. Alors, il est pas là ce soir, mais on a aussi Sam hein, qui fait des photos. Vous êtes peut-être déjà croisés au bord Oui, on s'est déjà croisés. du terrain. Ouais, ouais. Et puis, peut-être pour nos auditeurs qui sont intéressés aussi par la photographie en général ou la photographie sportive, tu utilises quoi comme matériel pour faire tes photos? Alors moi, j'ai 2 Lumix. Boîtier et objectif? Alors, objectif, j'en ai vraiment plusieurs. J'ai 2 Lumix, donc c'est Panasonic? 2 Ouais. Lumix, je ne saurais pas te ressortir exactement le modèle. Je suis vraiment nul pour tout ce qui est modèle et objectif, je me rappelle jamais. Pas de soucis, c'est un Je peu suis le improvisé cette photographe de la question, honte. je te prends un peu au dépourvu, désolé. Ouais, vraiment. Mais au pire, tu lui dis de m'écrire, je répondrai avec plaisir. Ouais, alors c'était de manière générale. Moi aussi, j'aime bien aussi prendre un peu de photos de temps en temps. Mais voilà, ok, ouais. Donc tu as Et deux boîtiers Lumix avec... et tu utilises 3 objectifs différents. Ouais, j'imagine ouais, un c'est zoom. ça. Et puis, ouais, Ouais, ok. c'est exactement ça. Et sinon, je viens d'acquérir une petite caméra 360 pour pouvoir me filmer, pour faire des petits montages. J'en ai sorti récemment. Des reels Instagram où on me voit prendre des photos. Mhm. Et sinon, j'ai un stabilisateur pour téléphone. Donc ça, je l'utilisais beaucoup pour les stories du coup, que j'utilise moins. Et puis bah, sinon, bah, j'ai mon matériel ordinateur, tablette, téléphone. Mhm. Donc voilà. Ok, très bien. Je l'ai dit avant, donc tu as quitté après 1 an et demi cette fonction pour te consacrer un peu à tes projets personnels. C'est quoi en fait tes projets actuels? Apparemment, on te voit encore pas mal autour des terrains, mais surtout en Super League, hein. Tes projets actuels et futurs, c'est quoi, Lenny? Alors, mes projets actuels pour le moment, bah là, je travaille avec Swiss Football Mag, donc un magazine des clubs romans. Euh, donc là, actuellement, le but, c'est quand même de faire grandir un peu ce magazine, donc qui se passe que sur les réseaux sociaux. Euh, donc ça, c'est sur le plan de ce magazine. Maintenant, mais niveau personnel, j'aimerais bien quand même un peu tester l'étranger. Donc j'essaye de me renseigner un peu en France, en Espagne, mais bon, ça reste compliqué. Et sinon, bah, continuer à développer mon compte Instagram. Mhm. J'essaye de faire un peu du nouveau contenu. J'essaye un peu de me lancer dans la vidéo surtout. Bah, je disais justement avec cette caméra 360 je pense avoir des bonnes idées pour l'avenir. Donc c'est un peu du développement tout quoi. Pour moi personnellement, pour Swiss Football Mag et voilà. Ouais, on mettra sur nos stories de l'épisode le lien vers ta page. Alors j'imagine pour les gens qui connaissent le club, t'as déjà pas mal de suiveurs de Neuchâtel Xamax qui te suivent hein, Oui, oui. sur tes réseaux. Donc voilà, mais on n'hésitera pas à te faire de la pub à notre C'est modeste gentil, échelle. merci. Donc voilà, bah oui, des beaux projets pour le futur. C'est ambitieux, mais en même temps réaliste de pouvoir aller vivre de ta passion à l'étranger. Donc voilà, on n'hésitera pas aussi. Bah, j'imagine que tu as avec le temps aussi pas mal de contacts dans le milieu du journalisme sportif, hein, et des gens qui vont aussi à l'étranger Oui. qui pourraient un petit peu te soutenir, voire même pourquoi pas te prendre avec hein, pour la partie Ouais. photo. Donc voilà.
En tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur pour ces projets-là. Et puis, Bah, c'est gentil, on va merci. suivre attentivement ton compte et ton évolution. C'est gentil, merci. Voilà, maintenant on arrive sur quelques questions divers. En fait, ces questions, si tu nous écoutes, tu sais qu'on les pose à tous nos invités, qu'ils soient des anciens joueurs ou d'anciens dirigeants ou coachs du club. Mais la première, on va parler de ton répertoire téléphonique. Pour toi, quel est le numéro de la personne la plus célèbre dans ton répertoire? Donc, on parle de célébrité, on peut pas compter Instagram parce que moi, je prends le numéro à personne. Alors, ah ouais, ça nous était jamais arrivé ce cas de figure. Oui, tu peux considérer Instagram pour autant que tu suives la personne, mais que la personne te suive aussi en retour. Ok. Ça, Alors, ça veut dire que tu peux entrer en contact avec la personne directement et puis elle te répond. Donc ouais, on va utiliser ce critère-là. Mais c'est vrai qu'en 2024, on doit parler des fois des réseaux sociaux aussi, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent pas uniquement avec le numéro de téléphone. Ouais, dis-moi. bon, alors Dis-nous. je dirais Joru du coup. Ouais, ok. Donc, t'as eu des contacts, tu discutes de temps en temps avec Johan Ouais. Jourou. Oui. Ok, peut-être que tu pourrais lui suggérer de venir à l'antenne d'Examcast, hein, c'est un ancien joueur de chez Bah, nous, donc je pense que c'est quelqu'un. c'est pour ta future question. Voilà, effectivement, c'est la question d'après, tu anticipes un petit peu. 3 personnes que tu aimerais entendre à l'antenne d'Examcast, bah du coup, Jourou plus 2 autres, du coup. Ouais. Deux autres. Doudin. Ouais, alors tu sais que c'est un peu notre Madeleine de Proust, hein, Doudin. On Je avance sais. gentiment avec le dossier. Alors actuellement, je dois vous dire, chers auditeurs, si le projet Charles-André Doudin Examcast n'avance pas, c'est un petit peu ma responsabilité parce que on a tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire avancer, mais il me manque un petit peu de temps et de disponibilité pour le faire. Mais voilà, ça arrivera un jour ou l'autre. Et sinon, j'aimerais bien un joueur qui est parti récemment, ça serait Del Toro. Après, je sais pas si vous faites les joueurs partis récemment, mais On ferme la porte à personne. Donc, effectivement, je pense que Danilo, il serait content de venir à l'antenne. Et puis, je vais le noter. Et puis, on va peut-être le garder plutôt pour la fin de la saison ou plutôt pour l'intersaison. C'est compliqué. Il joue actuellement pour un adversaire direct dans le championnat. ouais, forcément. Mais je vais prendre note. Mais oui, c'est vrai qu'actuellement, les seules limites qu'on met, c'est les joueurs actuels du club, les dirigeants actuels du club, à l'exception de Christophe Moulin qu'on a reçu pour notre épisode final. Mais pourquoi pas, hein, des joueurs qui sont récemment partis du club, ça pourrait être le cas. Et puis, du coup, un dernier petit mot pour nos auditeurs, Lenny. Et bah, continuez à faire vivre ce petit podcast. Et puis aussi un mot à vous, c'est cool de pouvoir avoir ce petit podcast chaque semaine. Moi, j'écoute au travail, je suis content. Donc ouais, que tout le monde continue sur cette lancée. Oui, parce que je l'ai pas précisé, mais tu ne vis pas de la photographie sportive, tu fais ça à côté. Tu fais quoi comme emploi dans la vie de tous les Alors jours, moi, Lenny? je suis agent d'exploitation. Ok. C'est employé communal pour Mhm. ceux qui connaissent pas. Ok. Et puis du coup, tu travailles à combien de pourcentage? Je suis à 100%. Tu travailles à 100%. Donc pour ça, toi et moi, on est un petit peu dans la même situation. C'est on a un boulot à 100%. Et puis voilà, le reste c'est dans l'à côté, c'est le soir, c'est le week-end, et puis ça peut vite être prenant, hein, Ouais, exactement. en Bah, termes d'où de le temps. fait que j'ai fait plusieurs pauses. Des fois, il y avait des moments où je saturais, j'en pouvais plus. Mm. Le soir, je bossais mes photos jusqu'à 1h le matin et le lendemain, à 6h, je me réveillais pour aller travailler. Ouais. Donc, j'ai besoin d'un petit moment de pause. Effectivement, la passion, au bout d'un moment, elle a des limites. Le corps, il a aussi besoin de se reposer physiquement et mentalement. Et puis, c'est vrai moi, j'ai aussi ressenti ça par moments dans le podcast où il y avait des fois beaucoup d'investissement. Et puis, voilà, des fois, je lâche un petit peu la pression. Je pense que, par exemple, la semaine passée, tous les bugs techniques qu'il y a eu il y a 6 mois en arrière, j'aurais été en dépression pendant 3 mois. Puis là, j'ai relativisé un peu et je me suis dit, allez, de toute façon, il n'y a pas de pression particulière, on n'est pas rémunéré, on va pas être pénalisé ou quoi que ce soit derrière. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, on est amené parfois à fournir vraiment
un travail conséquent. Moi, si je prends l'exemple de l'épisode avec Raphaël Nuzzolo, je pense que c'est vraiment l'épisode le plus symbolique à ce niveau-là. Raphaël, c'était un des premiers gros invités qu'on a eu. On va pas enlever le mérite de Joël Corminboeuf et de Geoffrey Tréant qui sont passés avant, hein, mais c'était voilà, c'était un épisode très très attendu par la communauté. Et si je prends le temps des discussions que j'ai eues avec Raph sur Instagram avant, c'était pas simple puisqu'il venait d'annoncer qu'il allait bosser à Young Boys et tout, donc il fallait trouver de la disponibilité, plus toute la préparation des questions, plus l'organisation après, lui communiquer les choses, plus toute la technique de l'épisode, plus la mise en ligne, le community management, les réseaux, tout ça. Moi, j'ai estimé passer à peu près 8 à 10 heures de temps. Donc, ça veut dire que c'est comme si j'avais en fait une semaine où j'avais bossé un jour en plus de mon boulot. Donc, c'est vrai que voilà, parfois c'est compliqué. Là, c'était surtout les débuts. Maintenant, on a une certaine routine aussi dans l'organisation de nos interviews. Alors forcément, on les met de manière spécifique pour chaque invité, mais vous l'avez compris maintenant, hein, les chers auditeurs, on a quand même une espèce de trame avec des questions un peu types qu'on pose à tous nos invités. Mais voilà, tout ça pour dire que des fois, quand c'est trop, il faut mettre en pause, communiquer avec la communauté. Et puis, je sais pas quel retour toi tu avais eu, mais nous, on avait des retours assez positifs où finalement, les gens disaient, ben ouais, voilà, c'est pas le plus important dans la vie. Non, Donc, après, moi, ce qui m'a fait peur, c'est un grand mot, mais c'était plus de perdre ce côté crédibilité envers les gens en qui je bossais, que ce soit pour Xamax à l'époque ou même Swiss Football Mag où je bossais aussi je faisais 3 médias en même temps en fait. Et Ouais. et en fait, j'avais peur de perdre ce truc en mode parce on est quand même plusieurs photographes. Et donc, lui, il nous a lâché pendant 3 mois, je vais envoyer l'autre sur ce match. Mais au final, c'était pas du tout ça. Et même, j'avais aussi cette peur que sur les réseaux, ça suive plus. Au final, c'est vrai que ça suit moins. J'ai un peu moins de likes que voilà. Mais après, c'est qu'une question de chiffres. Je suis toujours au bord du terrain. Donc voilà, je suis content. Ouais, il y a quand même une espèce de course un petit peu au like sur les réseaux. Finalement, l'indicateur du succès ou pas, c'est le nombre d'abonnés, c'est le nombre de likes sur les publications. Et puis, la plus grande pression, c'est celle qu'on se met nous-mêmes au final. Elle vient pas forcément de l'extérieur à notre niveau à nous, mais ça peut être celle qu'on se met soi-même. Et puis, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai beaucoup décompressé au fil du temps. Là, il y a eu une période quand j'ai déménagé où pendant 2 semaines, il n'y a pas eu d'épisode. Enfin, c'était comme ça. Et puis voilà, la communauté, ils ont survécu. Et puis nous aussi. Donc, finalement, il n'y a pas mort d'homme. Et puis voilà, cette pression inutile, des fois, elle dépasse l'objectif premier. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est fan de ce club ou en l'occurrence parce que tu aimes faire de la photo. Et puis c'est ça qui doit rester vraiment le plus important et être au premier plan et qu'on doit toujours garder en ligne de mire dans tout ce qu'on fait. Le jour où il y a que de la pression et plus du tout de plaisir, il faut se poser la question, soit est-ce que je veux vraiment continuer, ou alors il y a tellement de choses à faire que est-ce qu'il faut pas agrandir un peu l'équipe pour pouvoir continuer à fournir le même travail, mais avec un peu plus de soutien logistique. Donc voilà, c'est des choses qui me parlent aussi, je dois dire. Ouais, bah, on est tous à la même. Ouais, tout à fait. Voilà, merci beaucoup Lenny. Reste avec nous pour la conclusion. Non, pas la conclusion de l'épisode, excusez-moi, je l'ai tellement teasé au début que j'ai failli l'oublier. On passe à la rubrique suivante et là, c'est Michael qui va rentrer en scène du coup. Voilà, alors on n'est pas au Camp Nou, on n'est pas en corrida, mais on va lâcher le taureau Michael dans l'arène pour une petite stat inutile mais indispensable. C'est ça. Là, c'est surtout l'occasion de revenir sur quelques chiffres de ce début de saison.
ça va pas forcément être entièrement structuré. C'est un petit peu pêle-mêle ce qu'on peut dire de ces 10 premiers matchs finalement. Déjà, il y a quelque chose qui n'a échappé à personne, surtout avec nos matchs à domicile. On marque quelques buts quand même dans le premier quart d'heure. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui. On en a quand même marqué 7, donc ça fait 35% de nos buts, mine de rien, dans les 15 premières minutes. Moi, j'ai tendance à, à compter par tranche de 15 minutes. Ça fait, je pense, 1 an que je fais ça maintenant. Par compter par tranche de 15 minutes un peu les buts marqués, encaissés pour voir s'il y a des tendances. Enfin, c'est plus pour m'amuser, quoi. Mais là, pour le coup, on a souvent eu ce scénario. Avec 2 buts marqués dans le premier quart d'heure, une dynamique un peu particulière à laquelle, parce qu'après on marque plus vraiment en deuxième mi-temps, enfin plus du tout. C'est 35% de buts marqués après pendant le premier quart d'heure, c'est aussi nos 35% de buts marqués en première mi-temps. On a tout marqué au bout de 15 minutes et zéro entre les tranches 16-30 et 31-45. Donc ouais, ça nous indique quand même un truc, c'est même si on a c'est des discussions qu'on peut avoir aussi, que j'ai bien aimé avoir récemment sur le forum, pour faire un petit clin d'œil. On a un peu cette tendance d'estimer qu'on voilà, après ces 2 buts, et on s'est posé un peu la question: «Est-ce qu'on recule finalement?» et cetera. On est quand même une équipe, et c'est quand même, et c'est logique, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, qui marque plus en deuxième période, avec 65% de nos 20 buts qui sont marqués après la mi-temps, répartis plutôt équitablement sur le premier quart d'heure de la seconde période avec 4 buts, 5 buts entre la 60 et la 75e, et puis 4 buts sur le reste du match. Donc il y a que finalement cette curiosité du premier quart d'heure dont on cherchera peut-être un jour une explication, mais sinon c'est quand même relativement équilibré, malgré tout, sur les moments que choisit notre équipe finalement pour marquer. Mais on encaisse aussi souvent dans le premier quart d'heure. C'est un moment clé où on marque et on encaisse. C'est un moment très animé. On prend 28% de nos buts, c'est-à-dire 5 sur les 18 encaissés durant cette période-là. Euh, un truc, un truc intéressant à noter, même si pour le moment sur 10 matchs, c'est pas très marqué comme déséquilibre, donc c'est presque du 50-50, mais pour le moment, on a quand même plus souvent encaissé l'ouverture du score, et c'est intéressant de voir un peu les réactions qu'on en découlé, avec 6 ouvertures du score encaissées pour 4 marquées, et aucun 0-0 pour le moment. Sauf que contrairement à l'année passée, où on a sur les 17 ouvertures du score encaissées, de mémoire, je suis pas allé revérifier, mais mon tableur Excel de l'année passée. De mémoire, on en avait encaissé 17 fois l'ouverture du score et on avait seulement réussi à gagner 2 fois après avoir encaissé l'ouverture du score. On en est déjà à 3 fois sur les 6 fois où on a pris le premier but. Il y a eu récemment Nyon et Chafouz, et puis, si vous vous souvenez, en début de saison, Haro. C'est Tout à fait. plutôt une bonne nouvelle, parce que globalement, même si on a perdu 3 matchs, on est pour l'instant l'équipe. Enfin, pour le moment, on est dans une dynamique qui est quand même vraiment différente de l'année passée, où on était, je rappelle quand même, les rois des matchs nuls. Là, il y a un déséquilibre au niveau de nos buts marqués et encaissés. On marque beaucoup, on prend beaucoup aussi. Euh, qui certes à certains égards peut frustrer, et aussi on peut toujours personnellement j'ai tendance à penser qu'une mauvaise défense finit par plus réussir durant une saison à compenser ses carences, donc c'est quand même un point qu'on doit améliorer, mais c'est un déséquilibre qui pour le moment nous rapporte des points. Parfois on perd tout, mais pour le moment plus généralement on remporte la mise en, en essayant de beaucoup marquer et en étant très efficace dans ce domaine. Mais voilà. Toujours, par contre, cette absence de clean sheet dont on parlait. J'ai aussi, sur cette année, j'ai envie de regarder un petit peu par curiosité, voir s'il y a des tendances qui se dégagent, les buts qu'on marque et qu'on encaisse sur coup de pied arrêté. Voilà, je sais pas, c'est un petit truc comme ça. Alors, l'échantillon est pas énorme, mais c'est plus histoire d'introduire un petit peu
cette donnée-là. On a marqué une fois sur corner, c'était contre Chafouz, justement, sur nos 20 buts. Donc voilà, ça fait 5%. Par contre, pour le moment, on en a encaissé 4 des buts, ce coup de pied arrêté, avec 2 coups francs, pas marqués de manière directe, mais 2 situations de coups francs qu'on menait à des buts, un corner et un penalty sur le 18 encaissé, donc 22,22%. Ça va évidemment s'équilibrer, hein, c'est plus pour évoquer un petit peu cette statistique qui va peut-être revenir un peu dans la saison, je verrai. Et aussi sur les tendances, ce qui est intéressant, c'est on est en train de faire on est dans une excellente dynamique on a eu sur nos 6 premières journées 10 points, ce qui était déjà pas en soi un mauvais résultat, mais on a eu des hauts et des bas avec par exemple ce 4-0 cinglant à Ville. Et là, de la 7e à la 10e journée seulement, on est déjà à 9 points, donc on est dans une dynamique très très forte. On a, pour commencer à introduire ce match, un gros test quand même contre Chafouz, qui est une très belle équipe de cette Challenge League. Ça va être intéressant de voir à quel point on va pouvoir peut-être faire mieux encore que notre début de saison. J'aime bien, vu que c'est sur 36 matchs, j'aime bien diviser en 6 parts de 6 matchs pour voir un peu les différentes dynamiques, un peu comme quand les classements vous montrent les résultats sur les 5 derniers matchs. Et en ce moment, on est sur une équipe qui carbure à plein régime. On va voir contre Carouge, et je pense que c'est l'occasion, Mirko, d'introduire ce match. C'était un petit peu voilà la stat inutile, donc indispensable. C'est ça. Alors, on va juste passer le petit jingle pour parler du prochain match et conclure gentiment l'épisode, du coup. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Et puis, parle-nous un petit peu de ce prochain match qui aura lieu dans un peu moins de 2 semaines maintenant, puisqu'on est le dimanche 6 octobre, avec la réception de Étoile Carouge à la Maladière. Ouais, c'est une rencontre moi que j'attends beaucoup parce que j'ai personnellement beaucoup apprécié Carouge lorsqu'ils étaient en Promotion League. J'apprécie beaucoup ce qu'ils produisent maintenant sur ce retour en Challenge League. Ça va être un vrai match pour le coup. Et là, nos qualités dans le jeu de transition, on verra si on arrivera à les mettre à contribution face à une équipe qui aime avoir le ballon, même si ça s'est pas vu au match aller où ils nous ont clairement laissé le ballon et ça leur a très bien réussi comme ça. Donc je pense que là, on est face à un très beau test. Certes, c'est pas forcément même moi qui les a pas mal vus jouer en Promotion League et qui les a beaucoup appréciés, c'est pas forcément la position dans laquelle on les attendait et c'est probablement pas une position dans laquelle ils vont rester tout le long de la saison, quoique à voir, mais voilà. Donc, mais ça reste quand même un gros défi en perspective et un gros test parce qu'on va voir maintenant comment on va réussir à poursuivre cette bonne série à domicile contre, même si c'est pas forcément un des prétendants, une des grosses équipes, une des belles équipes de ce début de saison. Je sais pas, vous, ce qui vous inspire Ouais. ce match. Varam, en tant que grand fan d'Adrian Urcea et de ses équipes, tu l'attends aussi ce match, j'imagine. Oui, absolument, oui. Donc, comme Michael l'a très justement dit, ça va être un test hyper intéressant. Déjà, compte tenu du fait du classement des deux équipes, sachant que Carouge est une équipe qui joue extrêmement bien au foot, avec, comme tu l'as dit, un entraîneur, je trouve, qui est très sous-coté, mais qui fait un travail remarquable et qui a un palmarès assez dingue. Donc, il va falloir faire très attention. Et puis moi, ce que j'attends de ce match, c'est que on puisse faire un match plein de la première à la dernière minute et pas qu'on ait un trou d'air ou qu'on ait les 20 premières minutes ou alors la deuxième mi-temps où on est moins bien. Je pense que si on veut ramener 3 points, on devra faire un match plein. C'est à mon avis impératif et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille parce que comme on l'a dit avant, hein, donc les choses se passent pour l'instant bien, on est globalement content, mais c'est vrai que si on est d'ambitieux, et je pense que c'est le cas, il faut qu'on travaille sur les petits détails, et je pense qu'il faut vraiment gagner en constance et en régularité pour avoir vraiment un match plein, un match référence. Et puis, ce que j'attends aussi, c'est, enfin, je vous cache pas que je trouve que la trêve tombe au bon moment parce que notre effectif commence à réduire comme peau de chagrin avec ses blessures et j'espère aussi qu'on va pouvoir récupérer aussi 2, 3 cartouches, notamment Cabral et puis Ramizzi qui est annoncé avec des petits bobos et finalement ça s'est un peu prolongé.
Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir un banc un peu plus étoffé parce que je pense aussi que on a un banc qui est plus qualitatif que Carouge et je pense que ça peut faire la différence à la longue. Oui, C'est vrai que, ouais, désolé, c'est vrai que cette période internationale, quand on est dans une bonne dynamique comme la nôtre, on a tendance à la regretter, enfin à la regretter, à se dire qu'elle tombe finalement presque à un moment où elle nous coupe l'herbe sous le pied. Mais c'est vrai, mais pour nous, c'est quand même un moment crucial pour soigner un peu les petits pépins physiques parce que on commence à voir qu'on tire un peu sur la corde et c'est aussi un élément qu'on n'a pas cité et qui peut être apporté dans la balance lorsqu'on dit qu'on a peut-être pas montré le visage conquérant qu'on souhaitait face à Chafouz. Il y a aussi une équipe qui doit un peu tirer sur la corde parce on a dû faire beaucoup de, c'est pas des bricolages parce qu'on a les joueurs, les postes sont doublés, mais on a dû faire beaucoup de turnover quand même. Donc cette trêve internationale tombe bien et on espère que l'équipe elle sera en forme pour ce match contre Carouge parce que je suis convaincu avec quelques retours, on a de quoi, on a d'autant plus encore le potentiel pour être une belle équipe. Je pense notamment à un joueur comme Cabral qui est coupé dans son élan parce on a quand même, je pense, tous apprécié son début de saison, par exemple. Oui, Donc absolument. voilà. ouais, Ouais. totalement. Alors, Euclides, je l'ai pas vu pendant sa blessure, mais Samir était là à la fin du match. Je l'ai croisé, je lui ai parlé. Et puis, il allait plutôt bien. Donc, sauf nouveau pépin pendant la trêve, lui, c'est sûr, il sera de retour pour le match d'Étoile Rouge. Cabral aussi, il se réentraîne. On a pu voir sur ses stories qu'il était reparti sur un entraînement physique intense. Donc, lui, il va être aussi de retour, sauf nouveau pépin. Et puis, on aura les absents à plus long terme de Roland Ndongo et puis de Salim Ben Seguir. Donc voilà, des deux équipes qui marquent et encaissent beaucoup, donc je pense pas qu'il faudra s'attendre forcément à notre premier blanchissage contre cette étoile rouge, mais voilà, un match qui promet quelques étincelles et j'espère qu'on sera pas déçus de ce côté-là avec deux équipes qui pratiquent un bon football finalement, un match un petit peu comme à Thun où les équipes avaient du potentiel et puis se rendaient presque coup pour coup, donc c'était un match effectivement quand même plaisant à voir cette défaite à Thun. Ouais, Même un match à suivre quand même. Même, Mhm. bon, c'est pas forcément beaucoup de spectateurs neutres qui suivent à mon avis ce podcast, mais je veux dire, pour un spectateur neutre, je pense qui aime bien la Challenge League, ça reste aussi un match à suivre. Donc ouais, je pense qu'il promet ce match. Hein. On a tous hâte. Ouais, ça sera complètement le choc, je pense, de cette prochaine journée, puisque les deux autres équipes de haut classement se sont affrontées, Thun et Belenzen se sont affrontés, donc ça va vraiment être l'affiche du haut du classement pour cette 11e journée. Oui, Thun se déplacera à Vaduz et puis Belinzon se déplacera à Lausanne pour affronter le Slow. Donc Xamax Carouge, l'affiche de cette 11e journée de Challenge League. Voilà. Et ben pour une fois, j'ai qu'une chose à vous dire à la fin de l'épisode, rien d'autre. Donc merci à toi Lenny pour ta participation à cet épisode. Comme je l'ai dit avant, tout le meilleur pour toi pour la suite. Et puis au plaisir de te recroiser peut-être de temps en temps à la Maladière, en tribune de presse, sachant que tu vas peut-être encore venir de temps en temps prendre des photos à Neuchâtel. Hein. Oui, oui, totalement. Bah, je vais essayer de venir contre Carouge cette fois. J'espère être là. Ok, alors Euh, ce sera avec plaisir qu'on se croisera du coup. Bah, merci. Et puis, bah, tout bon à vous aussi. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, chers animateurs, chers auditeurs aussi. J'en profite aussi pour vous dire que l'interview du mois d'octobre sera réalisée la semaine prochaine et puis diffusée dans un délai, je pense, de 1 semaine à 10 jours après l'interview. Et puis, pour cette interview du mois d'octobre, eh bien, on ne pouvait pas faire autrement que de la consacrer à Hussein Touati, qui a été élu très logiquement meilleur joueur de l'équipe de Xamax pour le mois de septembre. Messieurs, ça faisait pas trop de doute hein, que Touati allait remporter cette distinction. Il y avait d'autres clients, mais Ouais. Toiti a été, en fait, les performances ont été vraiment tellement étincelantes que c'était quand même compliqué de le donner à un autre joueur, mais et c'est quand même ce qui est agréable, c'est qu'il y a beaucoup de mentions honorables quand même. Mhm, ouais. Donc c'est quand même un effectif qui fonctionne, quoi.
C'est ça, ouais, je pense que des Masai, ça aurait pas été volé non plus s'il l'avait eu. Et puis, on aurait pu aussi peut-être récompenser un joueur comme Yohan Epito, qui a fait un très bon, qui est très bon depuis sa première série de titularisation là, contre Vaduz. Et puis, on aurait pu aussi peut-être voilà, récompenser les Francesco Lentini, mais ouais, c'était plus une mention honorable quand même pour lui. Ouais, non mais distinction quand même logique pour Toiti. C'est ça, il y a les chiffres, on est et tous puis il très y a enthousiastes. On est tous très enthousiastes pour son début de saison. C'est ça, il y a les chiffres, et puis il y a aussi son impact dans le jeu Ouais, offensif bien sûr. de l'équipe. Donc voilà, on se réjouit d'aller à l'approche de Hussein et puis d'en apprendre un petit peu plus sur un joueur qui en plus est extrêmement sympathique. Donc voilà, merci à vous tous, merci à vous chers auditeurs, et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Merci, bye bye.